Portée par les performances totalement folles de Pogacar et Del Toro, l'équipe UAE Team Emirates a frôlé les 100 victoires cette saison en explosant l'ancien record détenu par la HTC Iron. A l'inverse, si on descend le classement, Intermarché Wanty n'a glané que 4 victoires, le pire bilan des équipes World Tour en 2025. Mais est-ce que cette équipe a pour autant réalisé une mauvaise saison? Oui, à un moment donné, il faut être honnête, la saison d'Intermarché est très loin d'être bonne. Mais bon, on va quand même prendre le temps de classer tout ça dans une tier list. C'est parti pour le bilan des équipes World Tour en 2025. Avant de commencer, on va se faire une petite présentation rapide de la tier list. J'ai divisé ça en 5 catégories. D'abord l'équipe of the year. Bon, malheureusement, pas trop de suspense pour celle-ci. La catégorie grand cru pour les équipes qui ont sorti une très grosse saison. Vient ensuite le milieu de peloton, des saisons solides mais sans trop de folie. Les équipes fantômes, pas des saisons catastrophiques mais dont on n'a pas trop entendu parler. Et enfin, pour finir, la voiture balai, des équipes qui ont réalisé une saison quasiment cata. Et on démarre du côté de la Belgique avec Alpecin de Koenig. Une saison à 18 victoires, 2 monuments, des maillots distinctifs portés sur les grands tours, mais une équipe au collectif plutôt faible. Et oui, comme lors des saisons précédentes, si on enlève Philipsen, Van Der Poel et allez, on peut aussi ajouter Caden Groves, l'équipe a vraiment du mal à s'imposer. Après, voilà, c'est le jeu, ils comptent sur leur leader et c'est bien normal, mais on est quand même sur 8 victoires de moins qu'en 2024. Preuve que sans les monstres, l'équipe belge a du mal à se montrer. Ça reste une saison avec des succès très importants, donc Alpecin inaugure la tier list en se classant milieu de peloton. On enchaîne avec la Bahreïn Victorious de Lenny Martinez. Oui, de Lenny Martinez, parce que sans le français, l'équipe aurait été en grosse galère. Martinez et Buitrago scorent 7 des 8 succès de la saison, le tout sur du point pro ou World Tour, donc quand même de belles victoires, surtout pour Lenny qui gagne sur Paris-Nice et le Dauphiné. La 8e victoire, elle est pour le tonton Caruso qui termine également 5e du Giro, un gros résultat à 38 ans. Mais à part ça et la perf de Torsten Treun sur la Vuelta, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Et le gros flop de la saison, c'est pour moi Tiberi. Totalement fantomatique, à l'exception de sa 2e place sur le Tour de Pologne, on en attendait largement plus de la part de l'Italien sur les grands tours notamment. Bahrain Victorious, c'est vraiment pas une saison de dingue, donc je la classe dans la 4e catégorie. Allez, on saute les équipes françaises qu'on se garde pour après et on passe directement à IF Education Easy Post. Saison compliquée pour les Américains, seulement 10 victoires. Alors oui, c'est dans la moyenne basse du World Tour, mais c'est surtout qu'ils nous avaient habitués à plus de 20 succès sur les 2 dernières années. Mais impossible de parler de saison fantôme pour autant, et c'est grâce à un homme en particulier, tu t'en doutes, Ben Illy. L'Irlandais confirme sur les classiques avec des top 5 à Liège, la Flèche Wallonne et les Stradés, mais il a surtout impressionné sur le Tour en remportant une étape et en tenant un top 10 au général. C'était plus compliqué pour les sprinters cette année, des résultats pour Vandenberg et Michels, mais on n'a pas eu vraiment de cap de passer pour aller chercher des vrais perfs face aux cadors du peloton. C'était plus compliqué aussi pour Carapaz. Après son très bon Giro où il perd le général avec Del Toro dans une sorte de bataille d'ego, il y a eu un long passage à vide sans compétition pour l'Équatorien qui a peiné à revenir pour les classiques de fin de saison. Mais pour moi, un des highlights de l'équipe cette année, il se passe début avril quand Nelson Poles humilie les Visma sur À travers la Flandre. Rappelle-toi, il remporte un magnifique 3 contre 1 au sprint. Une saison moyenne marquée par des coups d'éclat, IF ça part en milieu de peloton. On reste aux États-Unis avec la Lidl Trek. Bon là, aucun suspense, ça part évidemment en grand cru. 46 victoires, énorme saison de la formation américaine portée comme on pouvait s'y attendre par Pedersen et Jonathan Milan. Le Danois brille aussi sur les classiques en remportant Ganvé-Velgem en solitaire et en étant le dernier à lutter face à Van Der Poel et Pogacar sur les Flandriennes. En restant sur les classiques, les Ardennais cette fois, on note la victoire presque surprise de Skjelmose sur l'Amstel. Lui qui aura connu une saison un peu galère marquée par ses chutes sur la Flèche Wallonne et le Tour de France. À côté de ça, on a aussi eu des belles révélations avec Quinn Simmons ou encore Albert Philipsen. Ce dernier qui s'impose comme le meilleur coureur de la génération 2006 derrière Sexas. Lidl Trek, c'est un collectif capable de peser sur chaque course et de contrôler à la perfection grâce au Julien Bernard et autres Tim de Klerk. Ne manque plus qu'un vrai leader pour les grands tours, chose faite avec l'arrivée annoncée de Juan Ayuso. Premier passage en France, direction le Nord pour parler de Cofidis. Bon là, tu t'en doutes, on n'est pas sur du grand cru. C'était pas une saison fantomatique pour Cofidis, mais ça aurait pas été plus mal. Les coureurs ont dû passer la saison à courir derrière les points UCI dans la lutte au maintien face à Unoic. Parmi eux, on a Milan Fretin qui réalise une belle saison avec 3 victoires. Une année plutôt réussie aussi pour Aramburu, la recrue espagnole qui marque plus de 1000 points UCI sur les 7500 de l'équipe en 2025. Des coureurs qui ont réussi à se mettre en avant, on pense à Alexis Renard notamment qui réalise une belle saison.
Mais à côté de ça, aucune victoire majeure dans l'année et surtout un Tour de France qu'on peut qualifier de cata pour l'équipe. Ajoutons à ça les non-performances des recrues Teuns, Carr, Charman, et n'ayant pas réussi à scorer des jolis points en fin de saison comme sur Paris-Chauny ou le Tour de Vendée, et malheureusement les jaunes et rouges descendent en Pro Team pour le prochain cycle. Pour moi, c'est quasiment éliminatoire et je suis obligé de les classer dans la voiture balai. Mais Cofidis ne va pas rester bien seul très longtemps dans cette catégorie, puisqu'on va passer la frontière pour parler d'Intermarché Wanty. On l'a dit dans l'intro, pire bilan des 18 équipes niveau victoire, mais surtout aucune en points pro ou World Tour. En positif, on peut parler de Louis Barré qui a passé un vrai cap cette saison, et Zimmermann qui ramène le maillot de champion d'Allemagne. Même pour Bini Girmay, la saison aurait pu être largement meilleure. Des résultats plus que corrects pour le sprinter érythréen, mais aucune perf marquante et surtout incapable de retrouver son niveau du Tour de France 2024. On a un gros manque de leader chez Intermarché Wanty et ça se ressent dans les résultats sur les courses par étapes. Un seul top 5 sur un classement général en 28 courses cette saison, absolument pas au niveau du World Tour. La fusion avec Lotto semble arriver, mais Intermarché Wanty risque de perdre ses meilleurs éléments et peut-être son identité avec. Voiture balai pour l'équipe belge. On revient en France et on va remonter dans la tier list grâce à Decathlon AG2R. Pour moi, on est clairement sur une deuxième saison consécutive en Grand Cru. 26 victoires, presque le même bilan que l'année dernière. Decathlon s'impose comme la meilleure équipe française et c'est pas pour rien s'il garde les 2 maillots de champion de France. Sur route, c'est Dorian Godon qui est titré, encore une très grosse saison en montrant son explosivité sur les sprints de costaud. Même s'il n'a pas encore gagné, on peut évidemment parler de Paul Sexas qui risque de faire briller l'équipe française un bon bout de temps. Mais pour moi, le MVP de la saison chez Decat, c'est Nicolas Prodhomme. Sexas lui a offert sa première victoire pro sur le Tour des Alpes et après ça, plus besoin de cadeaux. Il enchaîne et lève 6 fois les bras avec comme climax sa victoire d'étape sur le Giro. Allez, on peut mettre un petit malus sur les classiques où ça a été plus compliqué pour Bisseguer et Gautra, mais ce dernier a montré des superbes choses à Dunkerque et sur le Trobro-Léon avec ce magnifique doublé Tronchon-Gautra. On continue avec les bons élèves et on va parler de la Visma Lease a Bike. Sans forcément jouer les premiers rôles, et Visma cette année c'est quand même le Giro avec Yates et pour Vingegaard la Vuelta et une deuxième place sur le Tour. 40 victoires au total pour l'équipe et au sein de l'effectif peut-être la révélation de 2025, Mathieu Brennan. À 20 ans seulement, le gamin a tellement gagné qu'on en oublierait presque que sa première victoire pro a eu lieu en mars sur le Grand Prix de Denain. Avec lui sur les sprints, Olaf Koy qui continue à scorer avec ses 47 victoires pro à seulement 24 ans. Pour revenir du côté de la montagne et malgré son Tour de France plus compliqué et un peu difficile à cerner, on rappelle que Jorgensen claque un back-to-back sur Paris-Nice après l'abandon de Vingegaard. 2025, c'est aussi le retour de Kian Wichtebrooks à un niveau plus que correct après ses problèmes au dos. Et on peut finir en parlant de son compatriote Wout van Aert, un début de saison ultra compliqué pour le Belge avant un déclic. Comme si la gifle prise par Nelson Poles, dont on a parlé juste avant, l'avait en quelque sorte réveillé. Derrière, il sort une très bonne campagne des classiques, sans jamais gagner certes, mais très rassurant pour la suite. Il remporte une étape sur le Giro et après, selon moi, peut-être le plus gros moment de la saison 2025, sa victoire sur les champs en étant le seul à réussir à distancer Pogačar. Bref, on le sait, la Visma Lease a Bike, c'est du costaud depuis un bon moment, donc c'est du grand cru. On reste aux Pays-Bas pour parler de Picnic PostNL. Peut-être l'équipe la plus dure à classer. Pour moi, ils n'ont pas été si transparents que ça, mais le manque de victoires m'oblige à les mettre en 4e catégorie. Seulement 4 victoires comme Intermarché Wanty, mais bon, à l'inverse des Belges, il y a eu Oscar Only pour sauver les meubles. 4e du Tour de France ou encore 3e du Tour de Suisse avec une étape en prime, le Britannique a réalisé une énorme saison. Ils étaient bien présents également sur les sprints dès que les cadors n'étaient pas là grâce aux Nils Ekhoff, Lud Andresen, Pavel Bittner ou encore Casper Van Uden qui claque une victoire sur le Giro. Donc oui, je me répète, mais Picnic ça ne mérite pas la catégorie fantôme. Mais 4 victoires sur une saison, c'est vraiment trop peu pour ne pas être puni. L'année dernière, c'est 22 victoires avec quasiment que des coureurs encore présents cette année, preuve que l'équipe en était capable. Une équipe bien galère à classer, n'hésite pas à me dire en commentaire où tu les aurais mis. Allez, on s'attaque à un gros morceau, je sais que peu importe ce que je vais dire, la fanbase va me tomber dessus. Tu l'auras compris, on parle de la Groupama FDJ. On va pas faire durer le suspense, pour moi la Groupama c'est du milieu de peloton. Côté positif, on va forcément parler de Romain Grégoire qui pour moi est la figure de l'équipe. 6 victoires cette saison et il s'impose surtout comme un des meilleurs punchers au monde. Même dans la galère, il sait rebondir, comme sur le Tour du Luxembourg où il craque lors de l'étape Rennes, mais s'impose dès le lendemain face à Benili. Et le gros plus chez la Groupama FDJ, comme très souvent, ce sont les jeunes. J'ai vraiment été impressionné par notamment Thibaut Gruel qui, outre ses 2 premières victoires,
va claquer des top 10 au sprint en World Tour. Je peux aussi parler de Brio Roland, qu'on savait très bon mais que j'attendais pas aussi costaud sur le Dauphiné et la Vuelta pour une première saison chez les pros. Maintenant, pour balancer, il y a aussi du négatif. On peut parler du pôle sprint où Pennoët semble bien seul, énormément de top 10, top 5 pour lui, mais toujours un petit quelque chose qui l'empêche d'aller lever les bras. Mauvais placement, parti trop loin et surtout les chutes. Il en a pris beaucoup cette année et ça l'a vraiment empêché de s'exprimer. Les chutes qui n'ont pas épargné David Gaudu non plus. Saison totalement fantomatique, sauvée par sa victoire d'étape sur la Vuelta. Mais même là, on pensait avoir retrouvé le meilleur de Gaudu, mais plus aucun signal du Breton sur la suite de la course. Cette même Vuelta où a dû abandonner Guillaume Martin Guyonnet dès la deuxième étape après un Tour de France sans folie pour le grimpeur. Un beau milieu de saison pour le Normand tout de même en avril lors du triptyque jurassien où il remporte la classique Grand Besançon Doubs et le Tour du Jura. Bref, la Groupama, c'est du bon et du moins bon milieu de peloton pour la formation française. Bon, là je pense que la catégorie elle est faite pour eux, une saison fantomatique pour la Movistar. 9 victoires ça passe, mais des tapines notamment sur les championnats nationaux en Amérique du Sud. On peut parler d'Aolar au Venezuela par exemple. Le sprinter venu de la Cara Rural a obtenu des belles places mais fait face à une adaptation au World Tour assez compliquée, même si il a quand même été chercher des bons résultats sur les grands tours. Fantomatique, c'est aussi le cas du leader Enric Mas. Il a réalisé 2 belles courses en début de saison sur le Tour de Catalogne et le Tour du Pays Basque, mais après ça, le néant. Il terminera sa saison sur un abandon lors du Tour de France et ne prendra pas le départ de la Vuelta. Après, on a eu quelques saisons correctes, mais sans folie comme Rubio ou Castrillo. Le coureur fort de la Movistar cette année, pour moi, c'était Ivan Romeo. Pas grand chose de négatif à dire sur lui, puisqu'il devient champion d'Espagne, remporte une étape du Dauphiné et termine 4e de l'UAE Tour. Enfin voilà, aucun pur sprinter puisque Gaviria n'est plus capable de jouer la gagne et des performances bien trop faibles pour les leaders, ça se termine en saison fantôme pour la Movistar. Pas de pur sprinter chez Movistar, mais par contre chez Soudal Quick-Step, tout va très bien. Le duo Magnier-Merlier était en feu cette saison et Paul Magnier était pas loin de rejoindre Pogačar et ses 20 victoires. Bon, pour Magnier, oui, il y en a certains qui disent qu'il va gagner sur des courses sans concurrence, mais faut quand même aller les chercher ces 19 victoires. On le rappelle, à seulement 21 ans. Merlier, lui, très costaud encore une fois, 2 étapes sur le Tour, 2 aussi sur Paris-Nice ou l'UAE Tour. Seul Milan est vraiment capable de rivaliser avec lui. Soudal, c'est aussi Remco évidemment, avec qui l'histoire va s'arrêter. Après une préparation hivernale gâchée par un accident, le Belge est en train de s'imposer comme un des meilleurs rouleurs de l'histoire. Sacré sur les mondiaux, les Europes et en Belgique, il continue à dominer l'exercice chronométré. Mais par contre très compliqué pour lui sur le Tour de France. Impossible de jouer avec Pogačar et Vingegaard, Remco a abandonné dans les Pyrénées. Un Tour de France sur lequel Valentin Paré-Peintre aura brillé dans ce qui était sûrement la plus belle étape du Tour. La Soudal Quick-Step, c'est 54 succès, 2e au classement des victoires et ça part évidemment en grand cru, même si, attention, on a l'impression que l'équipe perd vraiment son ADN sur les classiques. Remco va donc quitter la formation belge pour les Allemands de Red Bull Bora-Hansgrohe. Oui, la Bora en 2025, c'est 23 victoires, un chiffre que rêverait d'atteindre un grand nombre d'équipes, mais pour moi, ça mérite pas la 2e catégorie. Côté sprint, pas grand chose à dire. Le trio Meus, Welsford et Van Poppel a fait une bonne saison avec 11 victoires. Même si bon, Van Poppel mériterait peut-être un prix pour le sprinter le plus dangereux du peloton. Côté leader, c'est plutôt mitigé. Bon, Vlasov, je suis même pas sûr de l'avoir vu une seule fois à l'écran cette saison, une année cata pour le russe. Hindley, lui, il sauve son année sur la Vuelta en terminant 4e du général. C'est sur cette même Vuelta que Pellizzari remporte sa première victoire pro. Je dois avouer que lui, c'est mon chouchou depuis maintenant 2 ans et je suis bien content de le voir à ce niveau. 6e de la Vuelta et également 6e du Giro alors qu'il avait travaillé pour Roglic jusqu'à l'abandon de ce dernier. Roglic qui lui ne connaît pas une mauvaise saison mais pas dingue non plus. Il remporte le Tour de Catalogne devant Juan Ayuso et fait un Tour de France correct mais où il est bien en dessous de Lipovitz. L'Allemand qui est clairement le meilleur coureur de la saison chez Bora. 3e et meilleur jeune du Tour de France, 2e de Paris-Nice, 3e du Dauphiné, bref. Lipovitz s'impose comme le meilleur leader chez Bora et c'est à se demander s'il ne sera pas préféré à Remco pour le Tour de France vu le parcours. Par contre chez Bora, énorme carton rouge au Classic Man. On va pas parler de Lascano au vu des dernières nouvelles qu'on a eues de lui, mais on en attendait beaucoup plus de Laurens Pitty vu sa saison 2024. Mais non, invisible sur toute la saison et c'est pas beaucoup mieux pour Maxime Van Gils, absent lors des Ardennaises. Je m'attendais vraiment à voir la 2e meilleure équipe de l'année, mais c'est une saison plutôt mitigée selon moi. Donc la Red Bull Bora, c'est en milieu de peloton. On reste dans le milieu de peloton parce que c'est ici que j'ai décidé de placer la dernière équipe française, Arkea BNB Hotel. Oui, si l'équipe n'avait pas disparu, elle serait descendue en Pro Team, mais pour moi, ce n'est ni une saison cata, ni une saison fantomatique. Alors évidemment, il y a eu les perfs de Kevin Vauquelin. Le Normand a porté son équipe toute la saison en allant chercher une 2e place sur la Flèche Wallonne, au Général de Tour de Suisse,
et surtout en étant la belle histoire française du Tour de France avec Jordan Gégat. Même sans parler de Vauquelin, on a eu des superbes saisons d'autres coureurs qui ont réussi à confirmer. Ici, je parle évidemment d'Ewen Costiu et Raúl Garcia Pierna. Une victoire chacun et une vraie confirmation sur le Tour de France où ils ont épaulé Vauquelin à la perfection. Et même du côté des jeunes moins médiatisés, j'ai vraiment kiffé la saison des Victor Gernalec ou même Louis Roulant. Bon après voilà, ça reste une saison au niveau d'Arkea, compliqué pour eux de peser sur les grosses courses tout au long de l'année sans la présence de Vauquelin. Ce qui a fait défaut à l'équipe, c'est clairement un calendrier trop chargé au niveau World Tour. Mon plus gros regret, c'est vraiment de ne pas voir l'équipe continuer en Pro Team, parce que je pense vraiment que ça aurait été bénéfique pour eux. Arkea va disparaître après de longues années dans le peloton, mais part sur une note plutôt correcte. Une équipe qui luttait aussi pour sa survie en début d'année, c'est XDS Astana. Mais les problèmes se sont rapidement envolés pour l'équipe kazakh, à l'image de Scaroni dans le mur de faïence. Eux qui risquaient la descente en Pro Team terminent la saison avec 16 000 points UCI, 4e meilleur bilan de la saison. Alors oui, ils ont couru pour faire des points avec des courses où ils plaçaient 2-3 coureurs dans le top 10 sans gagner, mais des fois ça passait et Astana signe une saison avec 32 victoires. Totalement dingue quand on sait que l'équipe n'avait gagné que 12 fois en 2024. On a évoqué Scaroni qui a réalisé un début de saison de dingue en France avant de remporter une étape sur le Giro. Côté sprint, c'est Matteo Malucelli qui s'est régalé sur le circuit asiatique en dominant notamment le Tour de Langkawi, accompagné par Aaron Gate qui lui remporte aussi le classement général des boucles de la Mayenne. Oui, c'est pas forcément des victoires sur les courses les plus prestigieuses, mais c'est pas forcément ce qu'on attendait d'une équipe qui lutte pour son maintien. XDS Astana, c'est en grand cru pour 2025. On va enchaîner avec deux équipes que j'ai eu du mal à classer. D'abord la Jayco Alula. Mon premier réflexe aurait été de les mettre dans la catégorie fantôme, mais en vrai ça aurait été plutôt sévère et c'est pour ça que je les pose en milieu de peloton. Dur de mettre une équipe avec 19 victoires dans la 4e catégorie. Dans ces 19 victoires, on pense à Paul Debel qui marque la fin de saison en remportant le général du Tour de Slovaquie et du Tour de Gongchi. Un autre coureur qui réalise une bonne saison, c'est Mauro Schmidt. Le Suisse conserve son maillot de champion national et prend aussi le titre sur contre-la-montre. Il remporte la Cadel Evans en début de saison et termine 2 fois deuxième d'étape sur Paris-Nice. Deuxième, comme à Toulouse, sur le Tour de France battu par Abrahamsen. Ce Tour de France où Ben O'Connor, incapable de jouer le général, a réussi à s'illustrer en remportant l'étape Rennes en solitaire. Mais le problème de Jayco, c'est donc au niveau du général sur les grands tours. On sent qu'on a d'excellents chasseurs d'étapes à l'image de Chris Harper qui remporte une étape sur le Giro, mais hormis O'Connor et Dunbar, personne pour jouer le général et on n'est pas sur les leaders les plus fiables à ce niveau. Chez Jayco, on a aussi Matthews. Compliqué de parler de sa saison puisqu'il a été touché par une embolie pulmonaire, et pourtant, dès son retour en août, il a réussi à scorer et rentrer dans les top 10. En fait, Jayco, pour moi, c'est vraiment un collectif presque trop homogène pour passer un cap. Il y a quelques résultats, mais c'est dur pour eux de se montrer au plus haut niveau sur la saison complète. La deuxième équipe où j'ai pas mal hésité, c'est Ineos Grenadiers. Pour le coup, eux, c'était dans l'autre sens. Grand cru ou milieu de peloton. Bon, déjà, on parlait de la difficulté de Jayco à peser sur les classements des grands tours. Et ben, on vit un peu la même chose avec Ineos. Il semble loin les années où la Sky dominait les grands tours. En 2025, Ineos, c'est une seule course par étape remportée et on parle des 4 jours de Dunkerque. Très belle course certes, mais on n'est pas sur le plus gros dénivelé positif de la saison. Sur les grands tours, du coup, Ineos c'est un top 10 seulement avec la 7e place de Bernal au Giro. Mais en vrai, c'est peut-être la seule chose qu'on peut reprocher à Ineos. Ces leaders en difficulté ont réussi à se muer en chasseurs d'étapes, à l'image de Thymen Arensman qui remporte 2 étapes sur le Tour de France. Et 2025, c'était aussi le grand retour de Bernal. Après avoir remporté les 2 titres nationaux en janvier, le Colombien a également été chercher une étape de la Vuelta. Les championnats nationaux qui ont souri à Ineos cette année avec pas moins de 8 titres dont 6 sur chrono. Oui, parce que le contre-la-montre c'est crucial chez Ineos. Son meilleur représentant a encore réalisé une énorme saison même s'il est mis en difficulté par Remco sur les rendez-vous internationaux. Mais c'est sur les courses en ligne que Ganna m'a impressionné cette année. 2e de Milan-San Remo, 3e de l'E3, mais surtout 2e du classement général sur le Tirreno. Mis à part ça, on a une vraie densité chez Ineos. Turner, Watson, Sheffield, Langelotti, qui devient le premier monégasque vainqueur en World Tour, et même le tonton Bob Jungels après 2 saisons vides, ils ont tous levé les bras cette saison. Ineos, j'ai fortement hésité, mais ça part, allez, on va dire, en bas de la catégorie Grand Cru. On y arrive enfin, qui est sacré Team of the Year. Je sais, le suspense est complètement fou, mais oui, c'est bien la UAE Team Emirates. Honnêtement, j'ai même pas forcément besoin d'expliquer pourquoi. On va juste utiliser un chiffre 97. 97 victoires en une seule saison, record explosé. Mais le plus dingue, c'est que au-delà des 20 et 10 victoires respectives de Pogacar et Del Toro, 20 des 30 coureurs de l'effectif ont gagné cette saison. Alors c'est super, mais en étant capable de gagner sur tous les terrains à l'image de Pogacar qui vise maintenant Paris-Roubaix, l'équipe émirati semble faire perdre le goût du cyclisme aux fans. UAE Team Emirates, c'est évidemment et de très très loin la meilleure équipe cette saison, mais est-ce que ça doit continuer comme ça ?
Voilà, c'est la fin de cette tier list. Je sais qu'il y aura des avis différents, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Et je t'invite à t'abonner et suivre le Radar sur Instagram pour ne rien louper de l'actu cyclisme.